Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du vendredi 28 février. Aujourd'hui, Éric Kerr démissionne. François Legault veut maintenant savoir si les ministres Bonnardel et Guilbeault disent la vérité. Les Québécois ont de moins en moins le goût d'aller aux États-Unis. Doug Ford obtient un 3e mandat à la tête de l'Ontario, mort inexpliquée d'un bébé de 2 mois. Mais d'abord un mot sur la météo, puisqu'on va recevoir, ici dans le sud du Québec, entre 10 et 15 cm de neige. Ça devrait commencer ce soir et se poursuivre jusqu'à demain après-midi. Je rappelle quand même que l'opération déneigement des 2 autres tempêtes n'est pas encore terminée. Hier matin, Éric Kerr disait n'avoir rien à se reprocher, pas question de démissionner, et même il ajoutait « Je serai candidat à la prochaine élection ». Quelques heures plus tard, début d'après-midi, il envoie sa lettre de démission. Dans cette lettre, il dit qu'il aurait dû être plus méfiant et qu'il était devenu une distraction pour le premier ministre et pour le gouvernement. Pas une distraction. Éric Kerr était devenu gênant, embarrassant pour le gouvernement. Pourquoi? Parce que c'était le symbole du laxisme, de l'irresponsabilité ministérielle, du manque de rigueur dans l'octroi et la gestion de ces contrats qui représentent des centaines et des centaines de millions de dollars. Quand il était dans l'opposition, c'était Zorro, puis il attaquait les libéraux. Martin Coiteux, comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de gérer les contrats comme du monde? Et là, il nous arrive avec une version du ministre naïf qui prétend n'avoir rien vu, que c'était pas son dossier, puis que finalement, on l'a mal informé. Pourtant, un gars qui aurait dû poser des questions. Le problème, c'est qu'on a une autre version, celle de l'ancien vice-président au numérique, Malenfant, qui dit exactement le contraire, qui prétend que Éric Kerr était au courant. Donc, un ministre qui nous dit « Je suis pas tellement curieux, je pose pas trop de questions dérangeantes », un conseil d'administration qui a camouflé des chiffres, et c'est très grave, pour pas qu'il y ait un impact médiatique et un effet politique pendant une campagne électorale, et l'explosion, le feu d'artifice des coûts au profit de 2 firmes, l'une américaine et l'autre britannique. C'est bien beau la société d'assurance automobile, permis de conduire, immatriculation, les emmerdements. Ce qu'on peut regarder vers la santé, que ce soit pour la prise de rendez-vous, que ce soit le dossier de santé numérique. On est rendu où? Ça coûte combien? Ça marche-tu? Est-ce que c'est efficace? Quel est l'échéancier? Il y a un paquet de questions. Parce que dès que le gouvernement touche à l'informatique, c'est un désastre. Et on l'a vu au fédéral, on le voit à Québec, dans un paquet de dossiers. Entre-temps, M. Legault dit vouloir aller au fond des choses. Il reste 2 ministres qui sont visés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Geneviève Guilbeault et François Bonnardel, qui étaient au transport. Les 2 disent n'avoir rien vu. Les 2 affirment qu'ils n'ont pas été informés correctement. Bref, qu'on leur a caché la vérité. C'est ce qu'ils disent. M. Legault répond à ça. Je vais prendre les mesures. Mon intégrité, c'est ce qu'il y a de plus important. Je n'ai rien à cacher. On n'a rien à cacher. Je veux qu'on soit 100% transparent. On va aller au fond des choses. Ça veut dire qu'il veut faire une enquête. Il y a déjà l'UPAC, il y a déjà l'Autorité des marchés publics, mais là, il pourrait demander soit à la vérificatrice, Mme Leclerc, qui est l'espèce de personnage clé quand c'est le temps d'enquêter. C'est une femme forte, intelligente et qui n'a pas froid aux yeux. Ou encore la commission de l'administration publique. Donc, est-ce que les 2 ministres disent la vérité? Pas parce que Kerr a quitté que le problème est réglé et on renouvelle la volonté d'avoir une commission d'enquête publique sur l'octroi de ces contrats. Entre-temps, nous avons un sondage Somme la presse ce matin. Que pensent les Québécois de la qualité des services publics? C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas étonnant, mais le sondage nous montre, là, c'est une échelle de 0 à 10. Qu'est-ce que vous pensez de l'état des logements sociaux? 4 sur 10. Qu'est-ce que vous pensez des routes et des infrastructures? 4,7. Santé et services sociaux, 4,9. Transport en commun, 5,5. Les CPE, 5,9. L'éducation, à peu près la même chose. Autrement dit, la note est faible parce que, précise la maison de sondage, sur une échelle de 0 à 10, on tente de façon générale d'obtenir 8 sur 10. Quels sont les autres éléments du sondage? D'abord,
les Québécois font confiance plus au Parti québécois qu'aux autres partis politiques. Et quand vous regardez le tableau, Parti québécois, 21% d'appui, les libéraux, 13, les conservateurs, 12, et la CAQ, 10. Ça, c'est un premier constat. Après ça, on dit aux Québécois, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer la qualité des services, d'une part, puis aussi les infrastructures, puis comment combattre le déficit. Et c'est toujours la même affaire. Tu proposes une mesure qui ne te touche pas. Taxons les riches, taxons les entreprises. Puis là, je regarde la proposition qui est faite. Réduire les dépenses. 66% des Québécois disent solidement, on devrait faire ça. Jusqu'au jour où la réduction de dépenses te touche. Que ce soit des programmes en matière de culture, les budgets qui sont gelés en santé, qui se traduisent par des compressions là, de 1,5 milliard, des projets qui sont mis sur la glace. Bref, sur le principe général, les Québécois disent solidement, mais pas des dépenses qui m'affectent. Augmenter les impôts des particuliers, seulement 11% pensent que c'est une bonne idée. Alors, vous lirez les résultats du sondage ce matin dans la presse. Aux États-Unis, les tarifs de 25% sur les produits canadiens et mexicains devraient s'appliquer dès mardi. L'autre question, comment convaincre Trump que le Canada n'est pas un vaste laboratoire de fentanyl? Et on remarque que les Canadiens n'annulent pas leur voyage aux États-Unis, mais le nombre de réservations est à la baisse. Alors, OK, les tarifs, là, est-ce qu'il va changer d'idée demain, peut-être, dimanche, on ne le sait pas, mais il a répété hier que ces tarifs de 25% vont entrer en vigueur mardi prochain, puis qu'il prévoit des contre-tarifs si jamais le Canada réplique, puis Justin Trudeau a dit on va répliquer la journée même où l'annonce sera confirmée. Entre-temps, l'obsession du fentanyl. Je pense depuis le début que tout ça n'est qu'un prétexte. C'est un problème grave, le fentanyl, mais c'est pas ce qui motive Trump. Trump, c'est une option de vengeance, et pour lui, les tarifs, c'est l'arme parfaite. On a délégué une équipe vers Washington pour convaincre les gens que le Canada était sérieux dans la lutte au fentanyl. On a un tsar, c'est ce que voulait Trump, on a dépensé plus, on a des drones, et là, il y a une information qui circule du côté américain que le Canada a produit, entre guillemets, là, 43 livres de fentanyl. Et là, Trump dit, c'est épouvantable, c'est une augmentation de 2000%. Puis je vous le dis, le Canada, c'est par là que le fentanyl passe. Le Globe and Mail a fait une enquête. Pour reprendre l'expression de Trump, fake news. C'est pas vrai ce qu'il raconte. Il n'y a pas autant de fentanyl qui partent du Canada. Il mélange des saisies faites du côté sud, et c'est surtout du côté sud, et même du fentanyl qu'on retrouve, par exemple, dans des États du Nord, puis on pourrait penser que ça vient du Canada. Ben non, ça vient du Mexique. Alors, on a beau dire, on a beau faire, il ne sera jamais satisfait. Et de toute façon, pour lui, c'est un argument, je dirais, secondaire. L'autre observation qu'on peut faire concernant les voyages, le boycott des États-Unis. J'ai toujours dit que je me méfie de ces mouvements de boycottage. Ça dure le temps des roses. Peut-être que je me trompe, j'aimerais ça me tromper. Mais ce qu'on remarque pour ce qui est des voyages, c'est que d'abord, les annulations. Des gens, là, par exemple, pour la semaine de relâche, qui ont annulé leurs vacances aux États-Unis, il n'y en a pas tant que ça. C'est à peu près 10%. C'est très peu. Par contre, ce qu'on remarque, et vous lirez ça dans la presse ce matin, c'est que les gens qui planifient, par exemple, leurs vacances d'été, wow, pas certain qu'on va aller aux États-Unis. 58% des répondants à un sondage disent planifier un voyage là, ailleurs qu'aux États-Unis. L'effet Trump, c'est indéniable, mais le taux de change. Et ça parle à beaucoup de gens parce que c'est devenu complètement délirant. Selon l'économiste en chef de la Banque nationale, Stéphane Marion, on devrait avoir des épisodes où notre dollar, notre UR, va perdre des plumes par rapport au dollar américain. Si la tendance se maintient, il prévoit que le dollar canadien, la valeur en fait du dollar américain par rapport au dollar canadien, ce sera 1,55 $. Ce qui veut dire une piastre à 64, 65 sous. Pour une famille de 4, aller chez Mickey Mouse, vous comprenez que ça va coûter la totale.
Et c'est pour ça, puis c'est sûr, l'effet Trump, que les gens pensent aller peut-être davantage au Mexique ou encore peut-être vers les Caraïbes, rester au Québec, se déplacer au Canada. Entre-temps, Hydro-Québec voit ses profits baisser. C'est en bas de 3 milliards. C'est une mauvaise année. Et c'est une baisse donc de 18%. Et ce qui fait en sorte, puisqu'on est dans cette dynamique avec les Américains, qu'on pense que les exportations vont demeurer sous pression en 2025, c'est-à-dire qu'il a fait chaud, donc une demande moins forte d'électricité. Puis on a un problème aussi dans les réservoirs, des niveaux d'eau, ce qui fait que c'est probablement pas cette année qu'on va retrouver des profits comme on a connu, par exemple, je pense qu'en 2022, c'était 4,5 milliards de profits. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement du Québec qui court après l'argent. Ça viendra pas de Hydro-Québec. Petite parenthèse, je voyais ce producteur forestier, en fait, il s'appelle Régent Paré, Talatuc, fondateur du groupe Rémabec, qui dit, je cite, « Je vais caler le bluff avec Donald Trump ». Trump, il dit qu'il n'y a pas besoin du bois canadien, québécois, parce qu'il y en a aux États-Unis. M. Paré dit, on va essayer quelque chose. Plutôt que de livrer régulièrement le bois, puis il y aura des tarifs, on va garder les stocks ici pendant 4-5 semaines. Nos clients vont crier parce que les cours aux États-Unis ne débordent pas, et ça met de la pression sur la livraison de leurs produits. Tout ça pour faire comprendre à Trump que c'est pas vrai qu'il peut se passer du bois canadien, du bois québécois. François Legault était avec lui, puis il trouve que c'est une maudite bonne idée. Et puis il y a un juge qui a ordonné l'annulation de la vague de licenciement de fonctionnaires parce que c'est une technique qui n'est pas légale selon le juge et on ne peut pas congédier des gens de la façon dont Elon Musk le fait et à partir de la stratégie qui est élaborée par Donald Trump. Autre impact de ce qui se passe, c'est dans la presse qu'on retrouve ça ce matin. Il faut se préparer à recevoir beaucoup de demandeurs d'asile qui se trouvent actuellement aux États-Unis et qui sont haïtiens d'origine. Pourquoi? Parce que 500 000 Haïtiens environ sont pointés par les services américains et sont menacés d'expulsion dès le mois d'août parce qu'on a décidé de mettre fin au statut de protection temporaire. Alors, vous avez ces dizaines de milliers et de milliers d'Haïtiens aux États-Unis qui disent « Là, je suis arrivé en 2024, je suis arrivé en 2023, j'avais une protection, c'est bien beau d'aller contester l'action de Trump devant les tribunaux, mais je suis coincé. » Ce qui fait qu'on se prépare à avoir des gens qui vont se tourner vers le Canada, vers Montréal en particulier, la communauté haïtienne est forte, et qui vont tenter d'obtenir le statut de réfugié ici, au Québec. Deux façons de le faire, légalement, puis on pense qu'il y aura des entrées illégales, donc des gens qui vont traverser illégalement la frontière, puis on sait qu'on peut se retrouver avec des passeurs, puis des drames également. Alors, il y a une pression énorme qui s'en vient. Là, on parle des Haïtiens, mais d'autres réfugiés aux États-Unis pourraient être tentés aussi de se pousser vers le Canada. Une affaire bizarre. Je vois ça aujourd'hui dans Le Soleil, le 11 avril 2023. Une mère et son bébé de 2 mois se présentent au CLSC de Rimouski pour les vaccins recommandés. Le bébé va bien, personne n'a d'inquiétude. Le médecin de famille voit le bébé, il est en bonne forme, puis on décide d'administrer les vaccins comme prévu, et il n'y a pas de problème. Fin d'après-midi, l'état de santé du bébé se détériore de façon rapide. La mère s'en va à l'hôpital avec le bébé à l'urgence. On le transfère en réanimation et malheureusement, il est décédé au cours de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le coroner, Dr Arnaud Sanson, a présenté les conclusions de son enquête. Ça a duré 2 ans, des analyses, des recherches. Il n'est pas capable de dire exactement quelle est la cause du décès de l'enfant. Ça s'est fait vite, puis c'est inexplicable. Il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas d'infection. Est-ce qu'il y a un problème toxique? On a éliminé toutes les pistes. Pas de réponse. On s'est même tourné vers un expert, syndrome de la mort du nourrisson. Habituellement, ça se produit la nuit, c'est subi, c'est pas ce qui est arrivé. En conclusion,
personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Je vous entends me dire, ouais, mais il venait d'être vacciné. Est-ce que c'est la cause? Actuellement, on ne le sait pas. Par contre, quand on a éliminé l'ensemble des possibilités, c'est sûr qu'on se tourne vers les vaccins et que là, on a demandé à une équipe qui est spécialisée concernant la sécurité vaccinale d'être capable de faire une enquête. Puis là, ce qu'on veut regarder, quels sont les lots de vaccins? Est-ce qu'il y a eu des cas qui ont été rapportés ailleurs, au Québec, au Canada? Est-ce que c'est un cas unique? Est-ce que vraiment on peut mettre le focus sur le vaccin? Pour l'instant, on ne peut pas tirer de conclusion. Puis je sais que beaucoup de gens qui ont des doutes sur les vaccins et des antivax vont dire, voyez, si cet enfant-là n'avait pas été vacciné, il ne serait pas mort. Je vous rappelle juste qu'aux États-Unis, on a un cas de rougeole où l'enfant n'a pas été vacciné et l'enfant est décédé des suites de la rougeole. Alors, tu sais, c'est pas à partir d'un exemple comme ça qu'on peut tirer des grandes conclusions, mais ça demeure une mort inexpliquée. Entre-temps, vous avez mon ami Bernard Drainville qui, d'après le Journal de Montréal, songe à interdire les signes religieux à d'autres membres du personnel scolaire, pas juste les enseignants. Il y a eu enquête dans 17 écoles à travers le Québec, principalement, on va se le dire, à Montréal, et les enquêteurs ont noté des accros à la loi sur la laïcité. Donc, les enseignants, c'est une chose, mais les éducatrices du service de garde, qui font aussi de l'aide à la classe, des professionnels, des intervenants, psychoéducateurs, orthophonistes, et même des étudiants, même des élèves. Quels sont les cas rapportés? Donc, dans un établissement, on a observé au moins une adolescente qui portait un signe religieux qui cachait son visage complètement. Dans d'autres cas, il y avait un voile, mais il y avait un masque médical, donc pas capable nécessairement de l'identifier. Le rapport pointe aussi le Centre de service scolaire de Montréal qui accorde des congés pour des motifs religieux payés à son personnel. Je cite, « Un employé pratiquant une religion peut donc se voir accorder plus de congés rémunérés qu'un employé qui ne pratique aucune religion, parce qu'ici, on a des congés, entre guillemets, religieux, mais qui sont des congés fériés. Si vous prenez Pâques, par exemple, si vous prenez Noël, bon ben, oui, il y a une connotation religieuse, mais c'est devenu des congés d'État. Mais là, j'espère que les inspecteurs ne viennent pas de découvrir ça. Ça fait des années qu'on gère les congés. L'impact, c'est qu'on se rend compte que pour certaines fêtes, plus du quart du personnel enseignant est absent et les suppléants projettent un film plutôt que le contenu du cours qui est inscrit à l'horaire. Conclusion, il y a peut-être un coup de tournevis, un coup de barre à donner dans la laïcité, mais ça va créer des tensions. Puis je ne dis pas que c'est strictement une réalité montréalaise, mais c'est beaucoup, beaucoup à Montréal que ça se passe. Alors, c'est le rapport concernant la situation dans 17 écoles. Vous dire que Doug Ford a gagné quand même son pari, devient premier ministre, enfin redevient, reste premier ministre, 3e mandat, gouvernement majoritaire. Capitaine Canada a dit hier soir, regardez, mon mandat va être plus long que celui de Trump, je suis capable de lui faire face, et c'est ce que j'ai demandé aux Ontariens. Il y a une histoire maintenant d'abus sexuels dans l'univers des entraîneurs. Il y en a-tu des entraîneurs, puis des coachs, puis des adultes qui supervisent des enfants qui en profitent pour en abuser? Mais là, c'est un acquittement. C'est toute l'histoire de l'équipe de basketball de l'école secondaire Saint-Laurent. Alors que l'ex-entraîneur Daniel Lacasse, accusé d'avoir exploité une jeune athlète, a été acquitté. La victime disait avoir eu des relations sexuelles à 16 ans avec son entraîneur. Et ce que vous devez noter, c'est que le juge a dit « Je ne crois pas l'accusé » qui s'installe. Pourquoi? Parce que la victime a présenté un témoignage en termes chronologiques qui laisse des doutes. Puis là, il dit « Je ne suis pas en train de bénir le coach d'avoir développé des relations intimes, sexuelles, avec quelqu'un qui était sous son autorité, qui avait 18 ans. Ça, c'est sa prétention. Elle, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, était moins sûre. C'est arrivé à 16 ans, c'est arrivé à 17, c'est arrivé à 18. Et on se retrouve avec cette notion de doute raisonnable. J'ajoute également l'histoire des frères Tate, dont je vous parlais hier matin. Andrew Tate, qui est le plus connu, et son frère Tristan, qui se sont poussés de la Roumanie. Ils sont soupçonnés de trafic d'êtres humains et de viol. En principe, interdiction de sortie du territoire. Pourquoi ils ont réussi
à débarquer hier soir à Fort Lauderdale parce qu'en plus, il y a un mandat contre eux en Grande-Bretagne. Je faisais le tour ce matin. Voici ce qui s'est passé. Andrew Tate, qui est un influenceur misogyne, vous lirez le papier de Yves Boisvert ce matin, lui s'est réjoui de la victoire de Trump en disant « ça y est, les mâles, les vrais, les hommes, les toughs sont de retour, puis les woke, on va se débarrasser de ça, puis les femmes vont retrouver leur rôle traditionnel. » Beaucoup de personnages clés de l'administration Trump, puis j'inclus le vice-président Vance, sont des fans, des suiveux de Andrew Tate. Et il semble d'ailleurs qu'un émissaire spécial de Donald Trump, qui s'appelle Richard Grenell, a visité le ministre des Affaires étrangères de Roumanie pour lui faire comprendre que ce serait très bien de laisser les frères voyager. Donc, pression de l'administration en disant vos histoires de trafic humain, puis de blanchiment d'argent, puis de viol organisé, on ne croit pas ça, puis on pense que vous devriez laisser partir ces deux personnes afin qu'elles puissent se retrouver aux États-Unis. En parlant de ça, un mot pour vous dire que l'affaire de Jeffrey Epstein, les fameux documents secrets qu'on devait rendre publics hier, tout ça est un pétard mouillé parce qu'il n'y a rien de neuf. Ce sont des informations connues, même des influenceurs, je dirais, puissants aux États-Unis qui soutiennent Trump, disent « Hey Trump, est-ce que tu t'es fait endormir? Si vous n'avez pas autre chose à rendre public, c'est pas sérieux. Il n'y a pas d'éléments vraiment convaincants et nouveaux dans cette histoire-là. » Je termine en vous rappelant que on n'a pas tout dit avec Catherine et Alain. Ça reprend cette semaine et je vous propose d'entendre nos invités cette semaine. D'abord, Marthe Laverdière, l'incontournable, qui nous donne un peu un aperçu vraiment de ce qui l'anime, puis elle essaie de comprendre pourquoi elle est si populaire. Avec le vécu que j'ai eu dans ma vie, je n'ai mangé des claques à la gueule, moi et tout, j'ai pas peur. Parce que je sais que la peur, c'est la pire affaire de l'être humain. Ça nous fait passer à côté des mots, t'as dit de belles affaires. Fait que j'y vais. Tu sais, ils m'ont dit, aimerais-tu faire un show d'humour? Moi, ma question, c'est, je peux-tu ramasser en masse pour les enfants? Oui, ouais. Si ça marche, Marthe, ça va y aller. Je dis, on y va! Tu sais, puis je me suis pas posé plus de questions. Je trouve que le monde se pose trop de questions. On passe à côté de la vie à se poser des questions. Geneviève Brouillette, qui est avec nous pour parler de son roman et tout ce qui entoure le monde de la télé, la culture de l'annulation. Et elle trouve même que parfois, de dire, suite à un événement, que c'est une personne qui est barrée, ben ça va un peu trop loin. C'est allé trop loin, cette culture-là, ça va parfois trop loin, et que sans connaître les détails, sans connaître les circonstances, sans connaître les faits, rapidement, parfois, on condamne les gens. Et moi, ça me met toujours extrêmement mal à l'aise parce que je trouve ça d'une violence incroyable. Tu sais, puis je me dis, on est sorti des petits villages avec les curés qui jugent tout le monde, puis le parvis de l'église, puis tout le monde qui se ligue contre quelqu'un, mais on se retrouve un peu à refaire la même chose, puis avec à plus grande échelle encore. Ça complète notre revue de presse. Je vous souhaite une bonne semaine de relâche et je vous donne rendez-vous à lundi. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.